Et nous terminons avec une table ronde. J'ai le plaisir de recevoir Patrick Guyot-Beauchamp, président de Values, qui est une agence média, et puis Benjamin Lassalle, le régional de l'étape, directeur général du 14 Haussmann. Voilà, Benjamin, Patrick, bonjour. Bonjour. On va commencer par vous, Patrick Guyot-Beauchamp. Donc, Values est une agence média qui fait un travail d'agence média comme toutes les autres, mais qui a une spécificité. Elle a été créée il y a déjà un certain nombre d'années dans le milieu de l'économie sociale et solidaire. On parle de responsabilité aujourd'hui. Est-ce que Values, quand on a des valeurs comme ça, est-ce que vous les portez haut et fort comme un étendard ? J'en suis convaincu. C'est vrai qu'on a une histoire assez particulière puisqu'on a été fondé par des acteurs de l'économie sociale, donc les mutuelles, les coopératives et le tissu associatif. Au départ, pour être une agence média qui leur soit dédiée, et puis maintenant on s'est très largement ouvert à d'autres secteurs. Mais on a nous-mêmes changé de nom pour être en cohérence avec justement notre façon de travailler qui était je le veux, différente. Et justement qui était sur la volonté de pouvoir mettre en avant la contribution des campagnes médias dans la création des valeurs des marques. Et donc, on a créé dès 2012 d'ailleurs une étude qui s'appelle Value and Values, justement sur la mesure de 18 valeurs, oui. Et qui nous ont permis, cette mesure nous a permis justement également de proposer un protocole de mesure de la contribution justement des campagnes médias, où on est capable de voir à chaque fois qu'on fait une campagne média, comment justement la campagne a contribué à l'accélération de valeurs sur les valeurs recherchées par les marques. Et donc, justement, oui, j'en suis convaincu, on a une vraie spécificité. D'ailleurs, l'économie sociale reste toujours un secteur assez important chez nous. On s'est ouvert à tous les secteurs. Mais notre façon de travailler, justement, sur la responsabilité des marques, je pense, est une vraie spécificité et une vraie différence par rapport aux autres. Alors, vous venez de le dire, vous avez cette étude, Value and Values, qui est depuis 2012. Donc, vous avez pu voir dans l'histoire évoluer ces 18 valeurs, lesquelles sont prépondérantes et lesquelles n'existaient pas il y a une dizaine d'années. Alors bien évidemment, surtout dans le cadre du développement de la RSE, il y a des valeurs aujourd'hui qui sont, j'allais dire, unanimes, même si dans le cadre de la mesure de la performance, elles n'étaient pas du tout aussi prégnantes avant. Oui. Je pense à des valeurs de solidarité, de gouvernance, d'éthique. Bien évidemment, toutes ces valeurs-là, j'allais dire, il y a quelques années, c'était un peu le cadet des soucis, notamment des services achats des entreprises, où là, ce qu'ils voulaient juste savoir, c'était combien, en termes de pression publicitaire, on avait su optimiser pour une agence média, ou alors, bien évidemment, quel était l'incrémental de business rapporté grâce aux campagnes médias. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience. Mais cette étude, ce n'est pas simplement que ça, et notamment ça mesure aussi des valeurs d'innovation, des valeurs de performance commerciale, des valeurs de dynamisme. Donc, grosso modo, ce qu'on mesure, c'est les 18 valeurs unanimement reconnues par la plupart des sociologues internationaux. Donc, on est assez exhaustif dans cette capacité à prendre en compte à la fois les vraies valeurs revendiquées par les marques, oui. Mais aussi la perception de ces valeurs par leurs consommateurs et par les individus. Alors on disait, à travers toutes les tables rondes, hein, on regarde la sincérité et l'efficacité, on voit que les valeurs changent avec le temps. Est-ce que tout l'écosystème est aligné de l'annonceur, des agences médias que vous représentez et des médias ? Je crois qu'en tout cas, il y a un alignement à la fois, j'allais dire, qui s'est fait progressivement et qui a été profondément accéléré par la pandémie. C'est-à-dire, oui. Clairement, les gens, je ne dis pas que les mauvais réflexes sont bannis, mais globalement, il y a quand même une volonté d'avancer différemment. Et j'aime bien cette notion d'accélérateur, c'est-à-dire qu'on était quand même déjà dans une position d'alignement des planètes par rapport à ça. Je crois qu'aujourd'hui, personne n'imagine un retour en arrière et ça ne veut pas dire, encore une fois, que tous les mauvais réflexes sont absolument oubliés à jamais, mais quand même, il y a une contribution sur cet alignement des planètes qui est assez forte.
Alors Benjamin Lassalle, on va parler de ce monde d'après. Hein. On l'a vu, le confinement et la crise a changé beaucoup dans la tête des consommateurs, dans la tête des annonceurs, dans la tête des agences, vous venez de le dire, et puis dans la tête des médias. Il a fallu s'adapter. Comment est-ce que vous êtes adapté à tout ça ? Nous, ce qu'on propose, c'est d'aller plus loin finalement que la publicité traditionnelle pour aider à nourrir le discours de preuve des entreprises. Donc c'est vrai que je suis content d'être sur cette table ronde avec Patrick parce qu'on a eu l'occasion justement de le faire pour donner quelques exemples très simples justement de ce qu'on a pu faire. Dernièrement, ça sort cette semaine, pour la marque Sobioéthique, qui est une marque du groupe Léa Nature, on va parler de beauté éthique. Beauté éthique, en 2 mots, ça semble très simple. Mais finalement, qu'est-ce que la beauté éthique ? C'est quelque chose qui va respecter la peau, heureusement pour un produit de beauté, mais aussi qui va respecter la nature et respecter ceux qui produisent justement les produits sur l'ensemble de la chaîne. Comment est-ce qu'on explique ça finalement aux consommateurs ? Parce qu'une publicité avec une punchline ne va pas forcément pouvoir creuser suffisamment le sujet. Oui. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté un dispositif qui est quand même un petit peu plus long à construire finalement que pour nous juste vendre un espace publicitaire. On est d'abord interrogé les consommateurs, on les a interrogés par le biais des réseaux sociaux du Journal des femmes, donc qui fait partie du groupe Figaro. Et grâce à ça, on a pu ouvrir la discussion avec eux et voir quelles étaient leurs attentes. Qu'est-ce qui était pour eux la beauté éthique, qu'est-ce qu'ils avaient besoin qu'on leur explique mieux. Une fois qu'on a récupéré toute cette matière, là, on s'est inspiré de nos confrères journalistes, justement, pour pouvoir monter tout un dispositif où on est allé interviewer des experts de la marque, mais aussi des labels certifiants, des journalistes indépendants, des consommateurs. Et on a créé toute une série de contenus qui permettaient de répondre à ces questions qui étaient les questions que les gens se posaient le plus sur la beauté éthique. Donc, comme qu'est-ce que la beauté éthique ? Pourquoi est-ce que les produits bio sont vraiment bio ? Est-ce qu'ils sont vraiment efficaces ? Toutes ces questions-là. Et notre travail, nous, c'est de savoir sous quelle forme, finalement, ça va le mieux fonctionner avec telle ou telle cible. Donc, on a produit des vidéos à partir de ces entretiens, on en a tiré des articles, et tout ça, on va avoir après un vrai travail de médiatisation pour être sûr de toucher les bonnes personnes au bon moment, s'assurer que, en effet, le contrat de lecture qui était évoqué tout à l'heure est bien respecté. Et donc, quelqu'un qui est en train de lire des articles va pouvoir tomber sur l'article, quelqu'un qui est plus dans une consommation vidéo va pouvoir tomber sur cette vidéo. Et grâce à ça, on espère justement une vraie efficacité, parce que la démarche, justement, est une vraie démarche sincère pour apporter quelque chose au débat public et finalement une connaissance aux consommateurs. Ça veut dire qu'on va au-delà de la communication, j'allais dire classique, de la punchline, vous avez dit, on est plutôt dans la pédagogie, dans l'explication ? Ça passe, pour nous, le bon brand content, quand on l'applique comme ça justement à des thématiques RSE, c'est vrai qu'il y a souvent une question de vulgarisation. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille par exemple avec Engie pour parler de l'hydrogène, tout le monde sait que ça va avoir quand même quelque chose à voir dans le mix énergétique de demain. Si on ne réexplique pas un petit peu et qu'on reste au niveau des techniciens Engie, ça ne marchera pas. Donc on a toujours un travail de vulgarisation qui doit être bien fait parce que de vulgarisation à trop de simplification, on peut quand même dénaturer la prise de parole. Et après, il y a toujours une recherche d'angle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va réussir à intéresser, parce que on a des gens qui sont quand même sur un contenu identifié comme contenu partenaire. Comment est-ce que je fais pour que quand même cette personne ait envie de se plonger dedans ? Et pour ça, on va avoir une recherche d'angle qui doit être différente de ce qui peut être lu ailleurs, et une bonne réflexion sur les formats. Quand est-ce qu'on va choisir de faire du podcast ? Quand est-ce qu'on va choisir une vidéo ? Quand est-ce qu'on va choisir un article, une infographie ? Et ça, c'est un vrai travail qui s'inspire complètement pour moi des techniques journalistiques traditionnelles. Alors Patrick Gouillot-Beauchamp, c'est une demande des annonceurs comme ça d'aller dans le temps long, dans les formats différents, dans une vision journalistique ? Je crois que le fait de pouvoir raconter une histoire avec un angle justement bien précis permet à un annonceur de s'exprimer de manière différente, de pouvoir se faire comprendre. Ouais. Et donc de générer à la fois une attention, mais cette capacité d'expression et de compréhension, elle n'est intéressante que si elle est sincère. Tout à l'heure, Benjamin disait le mot. Nous, on s'adresse essentiellement auprès de marques pour lesquelles la responsabilité est très importante. On parlait de Léa Nature. Le président de Léa Nature est très très engagé, non seulement dans la bio d'une manière générale, mais sur la responsabilité très fortement. Il est président de One Person for the Planet. Tous ces éléments-là, bien évidemment, dans le cadre du brand content, sont particulièrement enrichissants et sont à même d'être bien mieux perçus. Et donc, c'est vrai que le récit permet une qualité d'explication et de compréhension beaucoup plus importante. En fin de compte, il est
par lui-même beaucoup plus responsable. Ça ne veut pas dire que la communication publicitaire ne l'est pas. Et justement, oui. à partir du moment où elle est toujours faite de manière sincère et authentique, elle peut être totalement cohérente avec la notion de responsabilité mise en avant par les marques. Mais l'explication dans le cadre du brand content est formidable. Je prends un autre exemple. Alors, on a fait pas mal d'opérations ensemble, notamment on a fait des opérations ultra convaincantes. Je pense notamment à une opération qu'on a fait dans le cadre d'Harmonie Mutuelle, par exemple, qui est la première mutuelle santé, sur un baromètre qu'on a fait pendant plusieurs années ensemble sur le bien-être au quotidien. Bien évidemment, ça permet de nourrir, de donner des exemples, de mieux faire comprendre. Donc là aussi, on est sur des exemples très forts. On vient de faire aussi, dans un autre cadre qui n'a rien à voir pour le groupe VIV, qui est le premier groupe mutualiste dans lequel est intégré Harmonie Mutuelle, on a fait un documentaire de 52 minutes qui met en avant ces héros du quotidien que sont les aidants. Où là, on a mis en avant à peu près 6 couples d'aidants aidés, juste pour montrer ces héros de l'invisible, pas du tout pour promouvoir une solution du groupe, mais juste pour les mettre en avant. C'est typiquement des formats, notamment des formats longs, que le brand content, entre guillemets, peut pousser et nous permettre de voir complètement différemment des enjeux qui sont vraiment des enjeux sociétaux. Moi, j'aime bien rappeler que RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, on est au cœur même des dispositifs de la RSE. Benjamin, donc ces enjeux sociétaux, ces enjeux de long terme qui doivent être expliqués, il y a une plus en plus grande demande de la part des annonceurs ? Clairement, il y a une plus grande demande. En fait, toute la demande, elle vient d'un grand mouvement de société. Ce grand mouvement de société qu'on retrouve finalement partout, mais qu'on retrouve aussi dans nos pages sur nos sites. On voit aujourd'hui que ça prend une telle place sur le débat public qu'on a passé, on va dire, le stade des lanceurs d'alerte, et qu'on est aujourd'hui dans le stade de vraiment qu'est-ce qu'on fait de manière très concrète. Et c'est vrai que je pense qu'on a passé l'idée de voir les entreprises comme les grands méchants, mais qu'on voit que les entreprises finalement font partie de ce grand débat et sont aussi ceux qui doivent apporter des solutions. Bien entendu, le consommateur, il devra goûter l'eau quand il se lave les dents, etc. Mais finalement, c'est petit comparé à tout ce que les entreprises peuvent apporter là-dessus. Donc les entreprises sont dans ce mouvement-là et elles font des choses. Nous, notre but, c'est pas forcément en tant que régie publicitaire de leur expliquer ce qu'ils doivent faire dans la manière dont ils produisent les produits. Mais par contre, on peut les aider à montrer, lorsqu'ils font quelque chose de vraiment bien, le montrer justement avec sincérité et de faire en sorte que, après, au bout, ça travaille sur la préférence de marque et d'évoquer aussi tout à l'heure. Donc forcément, on a beaucoup de demandes qui arrivent là-dessus et nous, ça nous demande aussi, d'un point de vue régie, de nous organiser pour pouvoir accueillir tout ça. Ça nous demande de faire un grand travail de planning stratégique pour comprendre les attentes des consos. C'est-à-dire que les consommateurs, en effet, on prenait tout à l'heure sur la beauté éthique, ou même sur l'hydrogène, aujourd'hui, les gens n'ont pas forcément un avis très précis. Donc ça nous demande, nous, déjà parfois d'interroger les journalistes de la maison qui sont spécialistes justement pour détecter tous les signaux faibles. On se plonge dans notre data, donc la fameuse data Figaro, puisqu'on a une grande empreinte digitale, donc ça nous permet de suivre les articles qui sont le plus lus et par quel type de personnes. On suit ce qui se dit sur les réseaux sociaux et grâce à ça, on aide à établir une stratégie de prise de parole. Merci beaucoup Benjamin, merci. Il me reste à remercier l'ensemble des participants à ces diverses tables rondes et puis remercier toute l'équipe de Média Figaro pour cette journée. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.